Bienvenue dans le cours d'introduction à la gestion. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Aujourd'hui, nous allons voir quelques théories de gestion pour mieux comprendre le management et le manager. D'abord, on va voir l'école classique. On parle de l'école des relations humaines et on termine avec quelques autres courants importants pour mieux comprendre la gestion. École classique des organisations, on ne va pas aller très loin. On va garder ces 4 auteurs, Frédéric Winslow Taylor, Henry Ford, Henry Fayol, Max Weber. L'école classique des organisations a mis l'accent sur plusieurs éléments, parmi lesquels le travail. Les gens sont là pour faire le travail, ils doivent le faire. L'accent est aussi mis sur l'efficacité et l'efficience. On doit donc donner le résultat en utilisant le moins de ressources possible. Et évidemment, on cherche l'augmentation de la productivité. C'était ça l'objectif des théoriciens de l'école classique des organisations. On commence par parler de Frédéric Taylor avec son organisation scientifique du travail, appelée aussi le management scientifique. Taylor préconise la connaissance scientifique du travail. On peut utiliser la science pour connaître le travail, pour comprendre le travail, pour déterminer comment le travail doit être fait. Formation des ouvriers. Il faut former les ouvriers pour qu'ils puissent faire le travail. Séparation des tâches de planification et d'exécution. On va trouver d'un côté des personnes qui planifient le travail, qui prennent des décisions concernant le travail, et de l'autre, d'autres personnes qui exécutent le travail. Évidemment, il faut une coopération avec les ouvriers. Il faut s'assurer, par exemple, que les ouvriers comprennent les directives. Il faut s'assurer que les ouvriers disposent de la formation nécessaire pour faire le travail. Si on peut résumer l'organisation scientifique du travail de Taylor ou encore le management scientifique, on peut parler de ces 4 points: connaissance scientifique du travail, formation des ouvriers, séparation des tâches de planification et d'exécution, coopération avec les ouvriers. Henry Ford, lui, a suivi les prescrits de Taylor et a ajouté autre chose. Ford est connu pour sa chaîne de production. Il y a un convoyeur, ce n'est plus l'ouvrier qui se déplace. Il est aussi très connu pour la standardisation. Avec Ford, c'est la standardisation des pièces dans l'industrie automobile. 2 autres auteurs de l'organisation scientifique du travail, 2 autres auteurs qui ont suivi les prescrits de Taylor. Il y a Henry Gantt qui a ajouté le bonus pour les employés. Gantt a mis l'accent sur l'utilisation du temps pour la réalisation de projets et il est très connu pour son outil de gestion de projet qui est le diagramme de Gantt. Les époux Gilbreth, Frank et Lillian Gilbreth, sont aussi parmi les auteurs considérés comme des personnes qui ont suivi la pensée de Taylor. Les époux Gilbreth ont préconisé l'élimination des mouvements inutiles pour augmenter la productivité. Ils ont aussi mis en place des outils qui permettent d'améliorer la performance dans l'organisation. Max Weber, lui, il est connu pour la bureaucratie, pour l'établissement des règles dans l'organisation, pour la formalisation du fonctionnement de l'organisation. Max Weber a parlé de division du travail, de hiérarchie, de formalisation des règles, d'impersonnalité et aussi d'avancement.
Quand on dit impersonnalité, ça veut tout simplement dire que la règle doit s'appliquer, peu importe la personne. Et l'avancement, c'est pour insister sur le fait que la personne qui fait son travail, la personne qui mérite une promotion, c'est cette personne qui doit l'avoir. Division du travail, hiérarchie, formalisation des règles, impersonnalité, avancement sont les piliers de la bureaucratie de Max Weber. Henri Fayol, on le connaît pour ses 5 verbes en management: prévoir, organiser, coordonner, commander et finalement contrôler. Pour Henri Fayol, il y a quand même des principes fondamentaux qui doivent s'appliquer pour une meilleure gestion. On a ici les 14 principes de Fayol: la division du travail, l'autorité et la responsabilité, la discipline, l'unité de commandement. Un groupe de personnes obéit aux consignes d'un supérieur, l'unité de direction, les services qui font la même chose sont orientés dans le même sens, priorité de l'intérêt général, on doit mettre avant toute chose l'intérêt de l'organisation, rémunération, centralisation des décisions. Pour Fayol, les décisions doivent être centralisées. La hiérarchie, il faut des personnes pour superviser, pour contrôler le travail, il faut la reddition des comptes. L'ordre, l'équité, ça veut dire l'organisation doit pratiquer la justice. La stabilité du personnel, il faut réduire le taux de roulement. L'initiative, on peut permettre aux employés de prendre des initiatives dans une certaine mesure. Et évidemment, il faut chercher l'union du personnel pour un meilleur accomplissement du travail. On a vu quelques théoriciens de l'école classique. Maintenant, on va parler de l'école des relations humaines et principalement de Robert Owen, Hugo Mustenberg, Abraham Maslow, Elton Mayo et Douglas McGregor. On commence par dire que l'école des relations humaines a pris le contre-pied de l'école classique. L'école classique met l'accent sur le travail, alors que l'école des relations humaines met l'accent sur la personne qui fait le travail. La psychologie, c'est pour mieux choisir les collaborateurs, l'étude des besoins pour les satisfaire et faciliter la réalisation du travail. Les relations humaines, c'est pour montrer l'impact des relations entre les groupes, des relations entre les personnes, l'impact des groupes informels sur les comportements dans l'organisation, sur la réalisation du travail. Psychologie, étude des besoins, relations humaines sont les piliers de l'école des relations humaines. On commence par Robert Owen qui a préconisé des éléments pour permettre de donner un certain niveau de satisfaction aux employés. Il a parlé de pause. L'employé doit avoir une pause, réduction du temps de travail et aussi législation sur le travail des enfants. Les enfants travaillaient à cette époque, c'était permis, mais les enfants ne doivent pas être abusés. Donc, on doit avoir une législation pour que les enfants ne soient pas victimes d'abus dans les organisations. Pause, réduction du temps de travail, législation sur le travail des enfants sont les points clés soulevés par Robert Owen. Hugo Mustenberg, lui, il a mis l'accent sur la psychologie. Pour lui, la psychologie doit permettre d'améliorer la sélection des ouvriers. On va pouvoir mieux choisir les personnes à partir des études psychologiques. Et évidemment, la psychologie doit permettre l'ajustement des compétences individuelles aux exigences
des emplois. S'agissant d'Abraham Maslow, il est connu pour l'étude des besoins. On a la pyramide de Maslow avec 5 niveaux de besoins. D'abord, les besoins physiologiques ou encore besoins fondamentaux, alimentation, santé, respiration, etc. Les besoins de sécurité, le deuxième niveau, besoin de se sentir en sécurité dans une maison, au travail. Besoins sociaux, développement affectif, acceptation. Besoin d'estime de soi, reconnaissance, confiance, respect, réussite. Et finalement, le dernier niveau, le cinquième, besoin de réalisation de soi, développement du potentiel. Le travail doit permettre justement aux employés de satisfaire leurs besoins. Et évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes besoins et les besoins ne se retrouvent pas au même niveau. Quand on satisfait un besoin inférieur, on pense à un besoin supérieur. Elton Mayo a mis en avant la question de groupes, surtout les groupes informels dans les organisations. Il a montré l'impact des relations humaines, l'importance des éléments non monétaires. Le salaire, ce n'est pas le seul élément qui peut encourager les gens à travailler. L'influence des groupes compte pour beaucoup. Douglas McGregor, lui, il a montré 2 façons de voir pour justement faciliter le travail. Il y a la mauvaise façon de voir. On parle de l'hypothèse que l'employé est paresseux, donc on va utiliser un management autoritaire pour faire le travail. La bonne façon de voir, on parle de l'hypothèse que l'employé est travailleur. Dans ce cas précis, on va utiliser un management participatif. On va encourager l'employé à travailler. Quand on se dit que l'employé est paresseux, on va beaucoup plus utiliser des sanctions. Quand on se dit que l'employé est travailleur, on va beaucoup plus chercher à encourager, coacher, motiver, etc. Il y a aussi le courant systémique. Ce courant met en avant l'organisation comme système. Dans un système, il y a un ensemble de parties. Dans un système, il y a une interconnexion, etc. Quand on voit l'organisation comme système, on pense à un système ouvert. L'organisation fait impact sur l'environnement. L'organisation est aussi impactée par l'environnement. Il y a l'aspect partie prenante. Il y a vraiment plusieurs personnes concernées par l'organisation. L'aspect interrelation, il y a des interrelations dans les organisations. L'aspect changement, parce que justement, le système qui reçoit des impacts de son environnement va changer. On termine avec les théories de la contingence qui mettent l'accent sur la nécessité de l'adaptation de l'organisation. Il n'y a pas une seule bonne ou encore une seule meilleure façon de faire. Il y a différentes solutions tenant compte des différentes situations de l'organisation. Quand on parle de théorie de contingence, il faut penser à adaptation de l'organisation à son milieu, à son environnement. Il faut aussi penser des facteurs de contingence, des facteurs qui vont déclencher cette adaptation. Et comme facteur de contingence, on a la taille de l'organisation. Différentes organisations de différentes tailles vont par exemple se structurer de façon différente. L'environnement, différentes organisations vont se structurer de façon différente tenant compte de leur environnement. La technologie, comment l'organisation fait pour transformer ses intrants en extrants, ça fait impact sur sa structure. Et évidemment, des particularités individuelles, des particularités qui concernent l'organisation. Oui, ces particularités font impact sur la structure de l'organisation.